Et je suis ravi d'être avec vous pour vous parler d'un sujet qui est un sujet qui m'est particulièrement cher. Et peut-être que parmi vous, il y a des gens que j'ai déjà vus, puisque j'ai eu l'occasion d'animer chez vous des stages images de soi et des stages prise de parole. D'autres sont prévus prochainement et ça fait partie des choses sur lesquelles je travaille. Alors, qui je suis pour vous parler aujourd'hui? Je vous mets quelques infos. Je suis coach, je suis formateur et conférencier. Les conférences, je les fais sur le sujet du jour. Je suis né au Maroc d'une maman brésilienne avec une grand-mère polonaise et j'ai 25% de sang corésien dont je suis très fier, c'est mes attaches. Et ce mélange fait que probablement, depuis longtemps, je suis intéressé par les moyens de communiquer. On ne communique pas de la même manière avec une grand-mère brésilienne ou une grand-mère polonaise. Et donc, j'ai travaillé sur le sujet de la communication depuis tout petit et ça me poursuit. Je continue de faire ça avec plaisir en entreprise. Je suis passé par la case comédien il y a quelques années et j'ai créé il y a un peu plus de 30 ans avec mon associé le studio Pygmalion qui est un lieu de training et de coaching pour les comédiens professionnels. Et nous avons adapté ce travail que nous faisons avec les comédiens à l'entreprise. Et c'est dans ce cadre que je peux intervenir chez vous, entre autres sur des formations prise de parole, avec la structure qui est Pygmalion Communication. Et Pygmalion Communication, ça s'écrit Pygmalion avec un P comme probité, à ne pas confondre avec une société dont on parle actuellement de temps en temps dans la presse. Et je suis partenaire du Printemps de l'Optimisme et membre de la Ligue des optimistes de France, en lien avec notre sujet du jour qui est la méthode Coué, dont je suis un des spécialistes. Et j'ai commis quelques ouvrages sur ce sujet, comme vous pouvez le voir. Alors nous allons, pendant ce temps que nous allons passer ensemble, découvrir ce qu'est la méthode Coué. Certains d'entre vous, probablement, vous en avez déjà entendu parler. Certains savent peut-être ce que c'est, et puis d'autres ont vaguement entendu parler, mais ne savent pas beaucoup plus. Et je veux bien que vous interagissiez sur le chat et que vous me disiez pourquoi est-ce qu'on appelle ça la méthode Coué. Est-ce que vous savez pourquoi? Je vais poser deux questions. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça la méthode Coué? Et deuxième question, comment définir la méthode Coué en une phrase? Et si vous voulez bien tester des réponses, je suis preneur d'avoir un peu une idée de qui a déjà entendu parler, qui sait pourquoi on appelle ça la méthode Coué. Alors je vois, c'est qui secoué? Il est secoué, on a été secoué ces derniers temps. Oui, alors je vois que Philippe Robert, mais je ne sais pas si c'est le vrai Philippe Robert ou un faux Philippe Robert, parce que j'ai compris qu'il y avait plusieurs Philippe Robert. Et pourquoi pas? C'est le vrai qui a répondu, et je vois Docteur Coué, oui, tout à fait. Il y a un docteur derrière, mais docteur en quoi? C'est une bonne question. Eh bien, voici Émile Coué, puisque quelqu'un a trouvé son prénom, Émile Coué, qui était surnommé le marchand de bonheur de Nancy. Et il était effectivement docteur, mais pas docteur en médecine, mais docteur en pharmacie. Voilà quelques dates importantes, 1857-1926. Donc, Émile Coué date d'il y a un siècle environ. Il avait une pharmacie à Troyes, et c'est dans sa pharmacie qu'il a développé sa méthode, son approche. Et il est probablement le premier pharmacien d'officine qui a osé vendre des petites pilules de mie de pain en disant aux gens que ça leur ferait du bien. C'est le placebo, c'est pas l'inventeur du placebo, puisqu'on retrouve des traces du placebo dès le Moyen-Âge et même dans l'Antiquité. Mais c'est un pharmacien qui a osé l'utiliser, et surtout dans sa pharmacie, il a pris conscience de l'impact que la parole pouvait avoir sur la guérison des personnes, et la parole que les gens avaient sur eux-mêmes pouvait leur faire du bien ou leur faire du mal, et c'est ce que nous allons voir ensemble. Il s'est intéressé à l'école de Nancy, il se trouve qu'il s'est marié avec une Nancéenne, donc il s'est installé ensuite à Nancy. L'école de Nancy, qui était l'école du docteur Liébaud et du docteur Bernheim, la première école de Nancy, et c'est là qu'est né en France le mot de psychothérapie. Et on peut considérer que Coué est un psychothérapeute, et il a créé ensuite, avec son approche, il a pris la suite de la première école de Nancy pour créer la deuxième école de Nancy. Et il a écrit une brochure qui aujourd'hui est un petit livre, pas épais, qui fait une 50aine de pages avec quelques chapitres de plus, et qui est le deuxième livre de développement personnel le plus réédité depuis un siècle.
Et le titre de ce livre, c'est probablement la définition la plus simple, la plus courte de la méthode Coué, c'est la maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente. J'ai travaillé à la réhabilitation de la méthode Coué quand je l'ai découverte ou redécouverte dans ma formation en coaching, et j'ai eu la chance de participer à la mise en place de 2 congrès internationaux sur la méthode en 2011 et 2017 pour permettre qu'on en parle un petit peu différemment de la manière dont les gens en parlent aujourd'hui. Elle est souvent moquée tout simplement parce qu'elle est trop méconnue, et nous allons pouvoir prendre le temps d'en parler aujourd'hui et de la découvrir ensemble. Alors la méthode Coué, elle repose sur 2 postulats. 2 postulats et 5 lois, et nous allons voir et découvrir ensemble ces postulats maintenant, et ce que je vais vous proposer, c'est de faire un petit peu de pratique. Et nous allons découvrir maintenant le premier postulat de la méthode Coué. Et je vais vous engager, pour découvrir ce premier postulat de la méthode Coué, à fermer les yeux. Je vous engage à faire cet exercice en fermant les yeux. Et une fois que vous avez les yeux fermés, je vous propose de vous concentrer sur votre respiration. Je vais vous proposer d'expirer plus que d'habitude, plus que nécessaire, pour bien rester maître de votre respiration, conscient de ce que vous êtes en train de faire. C'est vous qui avez la main, c'est vous qui décidez de votre respiration en expirant plus que nécessaire et plus que d'habitude. Et vous pouvez sentir peut-être, en expirant, en soufflant, en vidant l'air, le ventre qui se contracte, le ventre qui se creuse, le ventre qui se rentre, le ventre qui se dégonfle. Vous prenez le verbe qui vous convient. Et quand vous avez besoin d'air, vous pouvez peut-être sentir le ventre qui se remplit, le ventre qui se regonfle, le ventre qui s'arrondit, le ventre qui se tend. Vous êtes en train d'installer une respiration abdominale, ventrale, diaphragmatique. Et en continuant de travailler cette respiration, vous sentez doucement votre front qui se détend et se relâche, votre mâchoire qui se détend et se relâche, et vos épaules qui se détendent et se relâchent. Et je vous propose maintenant, toujours en gardant les yeux fermés, de vous imaginer dans le coin où vous préparez les repas, alors un coin cuisine ou une cuisine, et vous avez devant vous un beau citron jaune comme vous l'avez aperçu à l'écran il y a quelques instants. Et les yeux fermés, vous vous voyez attraper ce citron d'une autre main un petit couteau de cuisine pour couper le citron en 2. Vous sentez la fermeté du citron sous les doigts, vous sentez la fermeté du citron sous la lame du couteau, et vous constatez que c'est un citron juteux puisqu'il y a du jus qui humidifie la lame du couteau et même un petit peu de jus qui vient dans le fond de l'assiette. Et quand vous avez terminé, vous avez devant vous les 2 demi-citrons, et ça vous permet peut-être d'observer la pulpe du citron. Vous attrapez l'un des demi-citrons entre le pouce et l'index pour le couper en 2 et faire 2 quarts de citron. À nouveau, vous sentez la fermeté du citron sous les doigts et sous la lame du couteau. Il y a toujours du jus qui humidifie la lame du couteau, et quand vous avez terminé, vous avez devant vous ces 2 quarts de citron, et vous attrapez l'un des quarts de citron entre le pouce et l'index pour l'observer. Vous observez ce quart de citron. Il y a cette peau bien jaune du citron, et puis cette écorce blanche, et ensuite cette pulpe avec cette forme si particulière des pulpes d'agrumes. La lumière se reflète dedans, c'est en même temps un peu translucide. Vous l'approchez pour le regarder d'encore plus près, et peut-être même que vous sentez l'odeur du citron. Vous pouvez retourner ce quart de citron pour le regarder des 2 côtés, et l'approcher encore pour le regarder de plus près. Et je vous propose maintenant de l'approcher de la bouche et de croquer dedans. Vous pouvez remettre vos pieds et vos orteils en mouvement, vos mains et vos doigts en mouvement. Je vous propose de vous étirer et de rouvrir les yeux. Et je suis intéressé de savoir, si vous voulez bien le mettre dans le chat, qu'est-ce qui s'est passé pour vous en faisant cet exercice? S'est-il passé des choses particulières? Après, je poserai des questions un petit peu plus précises. Dites-moi ce qui s'est passé. Est-ce que c'est facile ou pas facile à faire? Et puis, qu'avez-vous vécu en faisant cet exercice de visualisation du citron? Quelques réactions?
De la détente pour Arnaud, merci Arnaud. De l'acidité pour Facisback. Un citron acide, oui. Cette expérience que donc le goût de l'acidité pour Mélanie, cette expérience que nous venons de faire, c'est une expérience qui a été menée en neurosciences avec des neuroscientifiques. Et si je vous avais demandé de prendre chacun d'entre vous un citron et un couteau, les zones du cerveau qui seraient arrivées à se mettre en route sont exactement les mêmes que dans l'exercice que nous avons fait. Vous avez probablement tous déjà vu ces images de coupe de cerveau avec des couleurs bleu, rouge, jaune, vert. Les zones du cerveau que nous avons activées ensemble en faisant cet exercice sont exactement les mêmes zones du cerveau qui auraient été activées si je vous avais demandé de le faire avec un vrai citron et un couteau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où nous faisons cet exercice, le cerveau ne fait pas la différence entre cette visualisation ou la réalité. Et nous arrivons au premier postulat de la méthode Coué qui dit la chose suivante: toute pensée que nous avons en tête, elle devient réalité dans la limite du raisonnable. Toute pensée que vous avez en tête devient réalité dans la limite du raisonnable. Nous avons pensé à un citron que nous étions en train de couper, et certains d'entre vous, vous avez pu trouver l'acidité du citron. En fait, c'est les neurones miroirs qui se sont mis en route. Certains ont peut-être salivé, rien qu'en imaginant faire cet exercice de couper le citron. D'autres ont peut-être senti l'odeur du citron. Encore une fois, les neurones miroirs, nous connaissons l'odeur, les neurones miroirs s'activent. Et puis certains ont senti la salivation et je vois l'acidité. Et puis il y en a même qui n'ont pas croqué de peur d'avoir de l'acidité. Peut-être que certains, l'idée de croquer, la visualisation de croquer, vous avez eu un petit frisson, comme si c'était vrai. Voilà ce que nous dit le premier postulat. Alors nous sommes en fin d'année, il y a des jeunes qui passent le bac en ce moment, d'autres des examens. Vous imaginez bien que celui qui aborde un examen, un concours en se disant « je vais me planter » se donne moins de chances de réussir ce concours que celui qui se dit « ça va bien se passer ». Eh bien, c'est exactement ce que nous dit Coué. De la même manière, vous avez des rendez-vous clients. Est-ce que je me dis que ça va bien se passer ou est-ce que je me dis que ça va mal se passer? Et vous avez tous déjà vécu des réunions, qu'elles soient professionnelles ou même des réunions familiales où vous allez en traînant les pieds, en vous disant « oh, ça va encore mal se passer, on va s'engueuler ». Et très satisfait comme Madame Soleil, vous sortez de la réunion en disant « je savais que ça se passerait comme ça, je le savais ». Et qu'est-ce que nous avons mis en œuvre qui fait que peut-être ça s'est passé comme nous avions prévu que ça se passe? Regardez donc cette image et je vous propose de vous poser la question, est-ce que ce métro rentre dans le tunnel ou est-ce qu'il sort du tunnel? Posez-vous la question. Il rentre ou il sort du tunnel? Je veux bien des réponses de ceux qui sont là présents. Ce métro rentre-t-il dans le tunnel? Il rentre, disent certains. Il sort, dit Philippe Robert. Il sort, donc j'ai deux rentes et un, voilà, il sort. OK. Eh bien, je vais vous proposer de décider avec moi s'il rentre ou s'il sort. Observez bien ce métro. Observez-le. Alors, j'ai un petit bug. Voilà. Hop. Regardez-le, il rentre dans le tunnel. Regardez-le bien, il rentre dans le tunnel, il rentre dans le tunnel. Maintenant, il sort du tunnel. Regardez, il sort du tunnel. Vous le voyez qu'il sort du tunnel. Et maintenant, vous voyez qu'il rentre dans le tunnel. Il rentre dans le tunnel. Il est en train de rentrer dans le tunnel. Et maintenant, il ressort du tunnel. Vous voyez, il ressort du tunnel. Et il sort du tunnel. On le voit qu'il rentre dans le tunnel. Il ressort du tunnel. Il rentre. Et il ressort encore. Alors, vous voyez que tout d'un coup, nous décidons qu'il rentre ou nous décidons qu'il sort. C'est notre cerveau qui nous fait voir ce que nous avons envie de voir à ce moment-là. Toute pensée que nous avons en tête devient réalité. Je pense qu'il rentre, je le vois rentrer. Je pense qu'il sort, je le vois sortir. Alors, hop, slide suivante, s'il vous plaît. Il est bloqué sur la vidéo. Hop. Je n'arrive pas à passer à ma slide suivante, c'est bien dommage et c'est pas normal.
Hop, la voici. Ça y est. Nous arrivons au deuxième postulat de la méthode Coué. Vous voyez ce petit garçon qui est en train de marcher sur cette poutre. Alors, peut-être certains d'entre vous ont déjà fait un stage avec moi. J'ai l'habitude, quand je présente ça dans des formations, de mettre des bandes de scotch. Vous voyez ces bandes de scotch de peinture au sol et je demande aux gens de marcher entre les deux bandes avec une largeur d'environ 40 cm. Et est-ce que vous vous sentez capable de faire ceci, de marcher entre deux bandes de scotch de 40 cm, ou comme le fait ce petit garçon, de marcher sur cette poutre? Posez-vous cette question, êtes-vous capable de faire ce que fait cet enfant? Et la réponse est probablement oui, et d'ailleurs quand je le fais faire dans les stages, les gens se demandent où est le piège, puisque c'est facile de passer comme ça, de marcher tout droit entre deux bandes de scotch. Maintenant, si je vous propose de faire la même chose, dans une situation un petit peu différente, je vous propose de monter au sommet de la tour nord de Notre-Dame et de passer sur la tour sud sur cette poutre de 40 cm de large. Que se passe-t-il à ce moment-là? Êtes-vous partant de venir avec moi cet après-midi alors qu'il fait très beau sur Paris et qu'il n'y a pas de vent pour faire cet exercice? Non, me dit Mélanie. Ça dépend s'il y a des flammes. Ah, très bien, Jérôme, c'est une vraie question. Je ne vais pas aborder la notion de motivation aujourd'hui, mais elle fait partie du travail de Coué. Si j'y ai un intérêt, je le ferai peut-être pas. Si Ariel me dit oui, un peu moins, bof me dit non. Et posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que vous me dites non, mais le cerveau ne va pas, nous pourrions en être capables, c'est trop risqué, ça dépend aussi du vent. Oui, il n'y a pas de vent. Et pourtant, je ne vais pas y aller. Et ce que nous dit l'approche de Coué avec son deuxième postulat, c'est que contrairement à ce qui nous est enseigné, ça n'est pas la volonté qui nous fait agir, mais c'est notre imagination. Effectivement, comme dit Arnaud, nous sommes capables de le faire. Si je vous demande de le faire au sol, vous êtes capable de le faire. Et tout d'un coup, parce que vous imaginez que vous allez tomber, vous ne pouvez plus le faire. Et d'ailleurs, le vertige, en dehors des gens qui ont des problèmes avec des cristaux dans les oreilles internes, le vertige, c'est ça. Nous imaginons tellement que nous allons tomber que nous sommes attirés par le vide. Vous mettez un enfant debout sur une chaise, c'est pourtant pas très haut, il s'imagine tellement tomber qu'il finit par tomber de la chaise alors qu'il pourrait parfaitement rester debout sans bouger. Et il finit d'ailleurs par tomber parce qu'il préfère tomber que continuer d'avoir peur. Notre imagination est plus forte que notre volonté. La volonté, elle est du côté de la raison, et l'imagination, elle est du côté de l'inconscient, et la raison est du côté du conscient. Émile Coué nous parle de volonté et d'imagination, quand à l'école de Nancy, la première école de Nancy, on parlait de conscient et d'inconscient. J'aime bien quand je fais cet exercice attribuer des couleurs aux gens qui réussissent l'exercice, et tout le monde sait le faire, donc tout le monde réussit. Il y a plusieurs stratégies, la stratégie verte, la stratégie orange et la stratégie rouge. La stratégie verte, ça consiste à regarder où je mets mes pieds, et c'est une stratégie qui est gagnante, quand nous sommes dans une pièce à marcher entre deux scotch. La stratégie orange consiste à regarder l'endroit où je veux arriver, et la stratégie rouge consiste à regarder un endroit pile en face de soi. Et imaginez que je vous propose de faire l'exercice en vous mettant une ampoule bien visible de l'autre côté de la poutre. Intellectuellement, vous comprenez bien que si vous regardez l'ampoule, vous allez marcher droit et qu'il n'y a pas de raison de tomber, mais tant que votre imagination vous dit que vous allez tomber, vous ne pourrez pas le faire. Voilà ce que nous dit le deuxième postulat de Coué. Et d'ailleurs, si vous imaginez que vous allez tomber, je vous engage bien à ne pas y aller parce que c'est le premier postulat qui va se mettre en route. La pensée que vous avez en tête, elle va devenir réalité. Donc si je pense que je vais tomber, je n'y vais pas. Découvrons maintenant les premières lois de Coué. Je vous ai dit qu'il y en avait 5. Je commence par vous en présenter 3. La première, elle nous résume les deux postulats. Votre plus grande faculté, c'est votre imagination. Voilà ce que dit Coué. Et c'est la deuxième loi qui est importante. Il nous dit que quand il y a un combat entre la volonté et l'imagination, c'est toujours l'imagination qui gagne. Toujours l'imagination qui gagne. Et la loi 3, c'est de manière totalement empirique qu'il a découvert ça. Il a voulu donner un petit côté scientifique à cette approche qui est empirique, c'est de dire que la puissance de la volonté, elle est beaucoup plus importante et elle est en raison directe la puissance de l'imagination, elle est en raison directe du carré de la volonté, mais c'est bien une image qu'il nous propose là. Je ne peux pas vous faire cet exercice à distance.
je vous proposerai de tester l'exercice après cette conférence webinar. Je propose de marcher dans une pièce le plus loin possible d'un mur. Vous testerez ça chez vous tout à l'heure, dans la pièce où vous êtes, dans un couloir, et de compter le nombre de pas qui vous séparent de l'endroit où vous êtes jusqu'au mur. L'idéal, c'est qu'il y en ait au moins 5. 5, 6, 7 pas, c'est super de pouvoir faire ça avec cette distance-là plutôt que 1 ou 2 pas. Faire un certain nombre de pas et vérifier que vous comptez bien le nombre de pas. Et après, je vous propose de tester le même exercice en fermant les yeux. Et vous verrez que vous pouvez toujours vous raisonner en disant il y a 5 pas entre un mur et un autre. Nous avons, et vous avez du mal à faire les 5 pas les yeux fermés, car vous imaginez que vous risquez de prendre le mur. C'est bien ce que nous dit Coué. Quand il y a ce combat entre la volonté et l'imagination l'emporte, et tant mieux d'ailleurs, c'est votre instinct de survie qui évite que vous vous jetiez dans le mur, mais vous allez voir, tester l'exercice, vous aurez du mal à ne pas mettre les mains devant, et vous allez probablement grimacer et vous tendre en approchant du mur. Maintenant, découvrons une loi annexe, toujours autour de la volonté, qui est une loi qui nous dérange quand nous sommes gaulois, et qui dit la chose suivante, elle est résumée en bas, plus on veut et moins on peut. Plus on veut et moins on peut, ça chagrine les Gaulois que nous pouvons être et qui ont été éduqués avec cette phrase « celui qui veut, il peut ». Et oui, vous avez tous entendu cette phrase « celui qui veut, il peut », et Émile Coué nous dit « plus je veux, moins je peux ». Alors ça surprend, et je vais vous donner les 3 exemples que reprend Coué à ce sujet. Peut-être que certains d'entre vous ont des enfants, et je pense à des enfants en bas âge qui font du vélo avec des petits trous à l'arrière. Et il y a le fameux week-end où vous allez enlever les petits trous. C'est très attendu par l'enfant, et vous allez voir que le samedi matin, si vous ne l'avez pas encore fait, il va vous réveiller en disant « c'est ce week-end qu'on va enlever les petits trous du vélo ». Et comme vous êtes des parents bienveillants, vous faites en sorte que votre enfant ne prenne pas de risque. Et donc, vous avez dégagé l'espace, vous faites ça dans votre jardin, dans une cour, vous faites ça dans une impasse où il n'y a pas de circulation. Bien attentif à ce que l'enfant ait l'espace nécessaire pour pouvoir se lancer à vélo sans les petits trous. Et il y a tout l'espace qu'il faut, mais il y a un caillou ou une flaque d'eau, comme vous voulez, ou juste un petit arbre au milieu. Eh bien, plus l'enfant veut éviter le caillou, plus il va dedans, puisqu'il focalise son attention sur le risque. Ceux qui font du VTT ou de la moto savent très bien qu'il faut regarder la sortie du virage et pas le risque potentiel au milieu du virage. Je regarde où je veux aller, mais l'enfant, plus il veut éviter le caillou, plus il le regarde, et plus il veut éviter le caillou, et finalement, plus il va dedans. Je vous donne un autre exemple, que cite Coué toujours. Vous cherchez le nom de quelqu'un avec qui vous avez travaillé il y a 1 an, et vous dites comment il s'appelle. Et plus vous faites d'efforts, de volonté pour retrouver le nom de cette personne, et moins ça vous vient. Plus vous voulez, moins ça marche. Et dernier exemple que nous propose toujours Coué, vous avez un rendez-vous super important demain matin. Et c'est important d'être en forme. Et pour être en forme, il faut dormir. Vous voulez dormir. Vous devez dormir. Et vous voyez bien que plus vous voulez dormir, plus vous devez dormir, plus c'est difficile. Est-ce que ces exemples vous parlent? Est-ce que vous-même, ça vous est déjà arrivé de vouloir et finalement, avec cet effort de volonté, de constater que vous ne pouvez pas? Vous pouvez me répondre dans le chat. Et c'est une manière d'aborder, surtout pour dormir, c'est une manière d'aborder une chose dont vous avez probablement entendu parler aujourd'hui. Ce développement personnel n'était pas à la mode à l'époque de Coué, et puis il était pharmacien, il était plus sur la santé. C'est la notion de lâcher prise. C'est pas parce que je veux que je vais y arriver, c'est parce que je lâche prise. À un moment donné, je dois lâcher la volonté et imaginer que c'est possible. Voilà ce que nous dit Coué avec cette loi dite de l'effort converti. Et nous verrons que ça va nous servir sur l'utilisation de la méthode Coué. Découvrons maintenant les 2 dernières lois de la méthode Coué. Coué nous disait que s'il y a un combat entre volonté et imagination, c'est toujours l'imagination qui gagne. Et cette loi importante nous dit que si la volonté et l'imagination vont dans le même sens, alors vous devenez très puissant. Si vous dites « je veux » et que vous pensez « je peux », alors vous allez avoir de la force. Et puis la dernière loi, une loi essentielle de la méthode,
L'imagination peut être conduite. Vous pouvez, nous pouvons conduire notre imagination et c'est la base de la méthode Quest que nous allons découvrir. Et avec quoi est-ce que vous pouvez conduire votre imagination? C'est l'outil que propose Coué dans le titre de son ouvrage, La maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente. Je vous laisse découvrir l'image. Et vous avez la définition, la meilleure définition de l'autosuggestion, c'est celle d'Émile Coué, c'est l'implantation d'une idée en soi-même par soi-même. Je m'implante une idée. Alors comment est-ce que je peux m'implanter une idée? C'est ce que je vais vous proposer de faire maintenant. Eh bien, il y a 3 grandes approches. Je peux m'implanter une idée par le corps, je peux m'implanter une idée par l'image, et ça c'est ce que nous avons fait tout à l'heure avec le citron, hein, c'est de la visualisation, et nous verrons qu'il y a 2 formes de visualisation. Et je peux m'implanter des idées par les mots. J'ai déjà donné cet exemple tout à l'heure. L'étudiant, le futur, le lycéen, peut-être futur bachelier qui aborde en disant « ça ne va pas bien se passer, je vais encore me planter », il est en train de se faire de l'autosuggestion. Malheureusement, elle est négative et nous verrons comment en faire de la positive. Alors, l'autosuggestion par le corps. Nous allons voir ensemble ces 3 formes d'autosuggestion. Nous avons développé au studio une pratique avec les comédiens professionnels qui est le starter de l'émotion et je vais vous engager à le vivre. Vous savez que le corps somatise et que donc notre mental a une influence sur le corps. Eh bien, le contraire est aussi vrai. Nous pouvons avoir une influence sur notre mental par le corps. Je vais vous proposer de faire un petit exercice maintenant. Ceux qui peuvent se mettre debout, mettez-vous debout. Et puis ceux qui restent assis parce que le câblage, le casque, etc. sont assis, je vous propose tout doucement de basculer un petit peu de droite à gauche et puis de baisser votre regard. Alors, vous regardez plutôt vers le bas et je vous propose maintenant de froncer les sourcils. Vous froncez les sourcils, vous regardez vers le bas et puis vous dodelinez doucement de droite à gauche. Alors, quand je suis en stage, j'aime bien faire marcher. Alors, nous n'avons pas l'image, je vois Philippe Robert. Est-ce que, dites-moi si vous voyez là les slides? Ça marche, ok, pas de souci, d'accord. Super, merci beaucoup pour ce retour aux uns et aux autres. Donc, vous voyez, quand je vous ai fait mettre comme ça les sourcils légèrement froncés vers le bas, j'aime bien, et vous pourrez le tester hein, dans les stages, je fais tourner les gens en marchant, en regardant leurs chaussures, en marchant lentement et en levant peu les pieds. Et c'est un exercice que nous pratiquons de manière quotidienne avec les comédiens professionnels. Nous leur faisons marcher comme ça dans la pièce, hein, sur les scènes, au studio Pygmalion, où nous accueillons des comédiens tous les jours pour de l'entraînement, pour les faire travailler sur des personnages qui sont sur la tristesse. Et le comédien, parce qu'il a l'habitude de le faire, parce que c'est son métier, parce qu'il s'entraîne régulièrement chez nous et qu'il travaille sur l'émotion, il se met à pleurer en faisant ce type d'exercice. Il se met à pleurer juste en se mettant comme ça. Et je vais vous montrer là une citation de Alain, extraite d'un livre qui est Propos sur le bonheur, qui dit la chose suivante: mimer l'aisance plutôt que la timidité, mimer la force plutôt que la faiblesse, mimer la bonne santé plutôt que la maladie, et l'imagination dévastatrice aura du mal à s'installer. Et quand je vous propose de vous recroqueviller un peu, de froncer les sourcils, quand je propose aux gens de marcher comme ça doucement dans la pièce, les bras ballants, les épaules vers le bas, ce que je fais mimer, c'est plutôt la faiblesse ou la maladie. Et je vais prendre même des expressions françaises que vous connaissez. Je fais mimer, j'en ai plein le dos. Je fais mimer, je courbe les chines. Je fais mimer, je bats ma coulpe. Je fais mimer, je porte le poids des soucis. Je porte ma croix. Je porte le poids des années. Je porte toute la misère du monde sur mes épaules. J'ai le moral dans les chaussettes. Vous voyez toutes ces expressions qui parlent bien d'un mouvement du corps vers le bas. Et à force de se mettre dans ce mouvement-là, je génère de la tristesse. Et le comédien, c'est son métier de pleurer. Je vous propose maintenant, au contraire, de vous redresser, de sourire, comme je le fais maintenant. Et je vous propose même de tester quelque chose. Ce n'est pas intellectuel, mon truc. Faites un geste qui est un geste de plaisir, un geste de gagne, un geste de victoire. Yes! Ah, je fais des gestes comme ça.
et je me mets dans une autre énergie. Une énergie de motivation, une énergie de joie, une énergie de plaisir, énergie qu'utilisent et gestuelle qu'utilisent les joueurs de tennis. Il y a quand tout d'un coup un joueur commence à remonter, tac, il se remet en énergie en faisant ce type de geste. Et je ne vis pas la même chose. Et par rapport à mimer l'aisance et mimer la timidité, ceux qui ont fait des stages prise de parole avec moi ou qui en feront découvriront ça. Moi, j'aime bien dire « faites comme si ». C'est la phrase magique des enfants. Vous voyez bien que le petit garçon qui joue au foot avec ses copains et qui fait comme Mbappé, je fais comme si j'étais Mbappé, eh bien, il se sent bien meilleur joueur que s'il joue sans penser à ça. Et nous ne vivons pas la même chose corporellement si nous avons l'une ou l'autre de ces deux attitudes. Et je peux choisir quelle attitude physique je prends à un moment donné, par exemple quand je prends la parole ou que je vais chez un client. Qu'est-ce que je mets en œuvre? Au-delà de l'image que vous véhiculez, c'est pour vous que vous pouvez faire ce travail du corps starter de l'émotion. Et en allant un petit pas plus loin, je vais évoquer avec vous deux expériences qui ont été menées, où deux scientifiques se sont intéressés au sourire et au rire. Le sourire pour combattre le stress, on a testé et mis des gens sous stress avec des gens qui faisaient la tête et avec des gens qui souriaient. Et les résultats sont imparables. Les gens qui sourient sont beaucoup moins en stress que ceux qui font la gueule. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a essayé deux types de stress. Un stress physique. Le stress physique, il s'agissait d'aller attraper dans un vase d'eau glacée des objets difficilement attrapables de par leur nature et leur positionnement. Et en plus, avec une eau qui est très froide. Un peu comme Fort Boyard, vous voyez, où il faut aller chercher les clés ou un objet en dessous des araignées ou des serpents, ce qui pourrait mettre certains d'entre vous en stress. Et l'autre stress, c'était un stress mental où il s'agissait pour des droitiers de reproduire une forme géométrique de type étoile, mais avec la main gauche. Et le scientifique étant tordu et vicieux, la main était cachée, il ne voyait pas ce qu'il dessinait. Mais pour pouvoir quand même réaliser le dessin, il le voyait à travers un miroir. Donc vous voyez les switches que ça nécessite de faire au cerveau. Cette expérience a été menée avec des gens à qui on n'a rien dit. Ils ont, à l'Université du Kansas, mesuré le niveau de stress des personnes. Ensuite, on a mis dans une pièce des gens qui faisaient la gueule et dans une autre pièce, des gens qui souriaient. Simplement, jamais il a été dit aux gens qui faisaient la gueule et jamais aux gens il a été dit qu'ils souriaient. Comment ont-ils fait? Dans une pièce, ils ont demandé aux gens de tenir un petit bâtonnet, comme un crayon, entre la lèvre supérieure et le nez. Je vous le fais. Vous voyez la tête que ça fait, hein, un peu renfrogné. Et dans l'autre pièce, vous vous doutez probablement de ce qu'ils ont fait faire, ils ont demandé aux gens de tenir ça dans la bouche, et même le plus au fond possible, et je vous le fais. Vous voyez, ça force à sourire. Les gens qui font la gueule sont plus en stress que ceux à qui on n'a rien dit. Ceux qui ont le crayon dans la bouche, qui donc sourient, mais de manière forcée, sont moins en stress que ceux à qui on n'a rien dit, et beaucoup moins en stress que ceux qui tiennent le crayon entre la lèvre supérieure et le nez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le simple fait de sourire, et je le fais comme ça devant vous maintenant, en faisant ça, je baisse mon niveau de stress. Et je vous engage à pratiquer ça. De même que pratiquer le rire, vous pouvez le faire avec moi. Le médecin Madan Kataria a travaillé sur l'impact du rire sur la guérison. Vous vous faites du bien quand vous riez. Et il y a un vieil adage gaulois qui disait « un bon fou rire, ça vaut », je pourrais vous poser la question, mais je vais aller un peu vite, un beau fou rire, certains ont peut-être le mot dans la bouche, un bon fou rire, ça vaut un bon beefsteak. C'est totalement empirique de dire ça. Aujourd'hui, on peut mesurer ce qui se passe. Je vous propose de tester avec moi, de sourire et de commencer à rire. Voilà. Et de se forcer à rire comme ça. Eh bien, même si votre rire est forcé, vous prenez une bonne dose. Et oui, ça fait du bien, une petite dose. Alors, une dose de quoi? C'est une bonne question. Là, j'ai les RH qui s'inquiètent que je vous propose de prendre des doses. Dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine. Voilà, quand vous riez, voilà ce que vous mettez en œuvre
de la dopamine, de l'ocytocine, de la sérotonine, de l'endorphine, les hormones du plaisir et du bonheur. Ça vous fait physiologiquement du bien. Je vous engage à prendre du temps pour rire et même vous forcer à rire. Et quand vous êtes en stress, à vous forcer à sourire. C'est une forme d'autosuggestion par le corps. Vous implantez l'idée de la bonne humeur, l'idée de la joie, juste en forçant un petit peu. Je poursuis avec maintenant, hop, j'ai mon truc témoin qui a disparu. Je demanderai à Johanna de me reconnecter si elle le peut. Et je déconnecte là. Autosuggestion. 1, 2, 3. J'ai un petit souci de son. J'arrive et je suis avec vous tout de suite. Autosuggestion par l'image. J'ai un peu de l'arsène. Est-ce que vous en avez ? Je poursuis. Autosuggestion par l'image. Autosuggestion par l'image avec... Et je ne sais pas pourquoi j'ai... Excusez-moi. 1, 2, 3. Non, j'ai toujours un écho que je n'arrive pas à supprimer. Je suis désolé, je poursuis et je vais couper mon écran de contrôle. Image agréable. Mon écran de contrôle ne se coupe pas. L'image agréable, c'est quelque chose que vous utilisez probablement les uns les autres sans forcément savoir que vous faites de l'autosuggestion par l'image. Et là, je vais vous proposer 4 images. Et posez-vous la question, quelle est l'image ? Oui, on m'entend en écho, on me dit ça. Je coupe là. C'est fait. Vous ne devriez plus m'entendre. Quelle est l'image qui vous plaît le plus ? Quelle est l'image qui vous fait du bien quand vous voyez ces 4 images ? Et probablement que chacun d'entre vous a la sienne. Il y a des images qui nous parlent plus. Peut-être que certains ont besoin davantage de soleil, peut-être que certains, le ski leur manque, peut-être que certains ont besoin de revoir la mer, ou d'autres d'aller à la campagne, la montagne et la mer. OK ? Chacun a une image qui va lui parler et lui apporter quelque chose. Eh bien, je vais vous proposer maintenant de vous créer votre propre image. Je vous propose de vous créer votre propre image à vous, et pour ce faire, je vais vous conduire dans l'exercice et je vous engage à fermer les yeux, comme nous l'avons fait tout à l'heure avec le citron. Prenez un temps pour fermer les yeux et je vous propose de vous connecter à une image agréable. Connectez-vous à un paysage qui soit agréable pour vous et prenez le temps de le visualiser. Ça peut être un endroit que vous connaissez très bien, où vous allez vous ressourcer le week-end ou en vacances. Ça peut être un endroit où vous avez été en voyage une fois. Ça peut être un endroit où vous rêvez d'aller, ça peut être un endroit totalement imaginaire. Prenez le temps de visualiser et d'observer les couleurs qui sont présentes dans cette image. Et prenez maintenant le temps d'observer les reliefs, les formes. Est-ce que vous voyez un peu de ciel ? Est-ce que vous voyez beaucoup de ciel ? Peut-être vous voyez la ligne d'horizon, peut-être vous voyez des reliefs au loin. Et en vous connectant à ce paysage, probablement vous avez des sons et des sonorités qui sont présentes. Ça peut être lié aux éléments de la nature, le bruit du vent dans les branches ou dans des voiles. Peut-être des sons avec des oiseaux, des mouettes. Peut-être entendez-vous des grillons ou des cigales. Et dans ce paysage auquel vous êtes connecté, vous avez peut-être des sensations physiques particulières. Peut-être que vous sentez un peu le vent dans vos cheveux. Peut-être sentez-vous la douceur du soleil, peut-être la chaleur du soleil. Et puis, en vous connectant à cette image, vous avez probablement dans cet endroit, dans ce paysage, dans ce lieu, des parfums, des odeurs particulières que vous retrouvez. Odeurs de fleurs, d'herbes fraîchement coupées, de foin ou d'autres choses. Qu'est-ce que ça vous fait ?
de vous connecter à cette image? Quelle sensation vous avez? Vous pouvez rouvrir les yeux maintenant et je veux bien que vous me partagiez l'état dans lequel ça vous met de vous connecter comme ça à un paysage qui vous est agréable, un paysage que vous connaissez ou que vous avez créé comme ça. Détente absolue, apaisement, repos pour GG, apaisé, plaisir, plénitude. Ok, super. Bien, vous voyez ce travail que nous venons de faire avec l'image. C'est un travail qui est proposé en sophrologie, en PNL, et ces méthodes sont issues du travail de Coué. Et quand je vous dis ça, c'est sourcé. Vous avez implanté une idée en vous-même, par vous-même. Vous avez implanté de la détente, du repos, de la plénitude, de l'apaisement, juste en vous connectant à une image. Et vous pouvez utiliser cet outil quand vous le voulez. Et c'est un outil que vous utilisez d'ailleurs peut-être sans le savoir. Vous avez probablement tous un objet comme celui-ci, et vous voyez, j'ai une petite image, moi, qui apparaît, assez proche de celle qui était en haut à droite tout à l'heure, puisque c'est un petit paysage de Corrèze. Quand j'allume mon téléphone, c'est pas pour le regarder, c'est pour téléphoner. Et en même temps, il y a ce petit dixième de seconde où cette image, elle est là, et elle m'apporte un petit peu de sérénité, quelques secondes de manière rapide et inconsciente. Simplement, dans une journée, prendre le temps de se reconnecter à cette image peut vous faire du bien. Et je vous engage, par exemple, à prendre le temps entre deux réunions Teams. Nous en enchaînons trop. Prendre ce petit temps peut-être juste pour se reconnecter à autre chose et faire redescendre un peu de tension ou de pression pour retrouver de l'apaisement, de la détente, de la plénitude ou du plaisir. Nous avons vu la notion d'image agréable. Nous allons voir maintenant l'autre notion qui est se projeter dans la situation. Se projeter dans la situation, c'est ce que font les sportifs de haut niveau. Et il n'y a pas de sportif qui arrive sur un podium sans avoir imaginé qu'il allait y arriver. Vous avez tous déjà vu ces images des skieurs qui font des mouvements alors qu'ils sont derrière le portillon avant de partir. Ils ne sont pas en train de se chauffer les cuisses. Ils sont en train de faire la course dans leur tête. Voyez ceux qui font du saut en hauteur, du saut en longueur, du saut à la perche, quand ils sont en amont de la grève. Vous les voyez, ils sont tout d'un coup en train de courir dans leur tête. On le voit bien, leur mouvement. Ils font le mouvement, on le voit en ce moment avec Roland Garros et les joueurs de tennis qui font un service dans leur tête avant de faire le service. On voit qu'ils sont en train de le visualiser ou de visualiser là où va la balle. Toute pensée que j'ai en tête devient réalité. Je visualise l'action. Et dans le dernier congrès Coué, nous avons un neuroscientifique qui a travaillé sur l'impact de la visualisation sur la réussite, qui a publié là-dessus. Toute pensée que j'ai en tête devient réalité dans la limite du raisonnable. Alors, c'est quoi le raisonnable ? Vous connaissez peut-être cette image que j'aime beaucoup. La limite du raisonnable, eh bien, chacun la sienne. Vous voyez, moi, je sais que après cet hiver, eh bien, j'ai encore quelques petits kilos à perdre avant l'été, voilà, et ça fait partie, la visualisation, ce travail, et les gens qui abordent le régime savent que c'est important aussi de se visualiser dans son corps. Je visualise autre chose, je me visualise autrement. Alors, quel est le film que je me fais ? Et comme le sportif, vous pouvez utiliser ce travail de visualisation de vous-même, que j'aime appeler acteur du film. Acteur du film, c'est quoi ? Je me vois dans la situation, peut-être une situation qui me stresse un peu, je fais faire ce travail en prise de parole, je me vois en train de prendre la parole, je me vois en train de faire l'exercice, je me vois en train de dire ce que j'ai envie de dire à mon client, je me vois en train de répondre à un appel d'offres comme j'ai envie d'y répondre, je me vois en train, alors qu'il me fait peur, d'aller dire à mon voisin qu'il fait trop de bruit. Je me visualise en train de le faire avec l'énergie nécessaire, la conviction nécessaire, le calme nécessaire. Je me vois en train de le faire et parce que je me suis vu, pour le corps, c'est comme si je savais déjà le faire. Nous venons donc de voir les deux types d'autosuggestion par la visualisation, par l'image, image agréable, et je me projette acteur du film. Nous pouvons aussi utiliser la visualisation comme l'a fait le docteur Simonton avec la psychoneuroimmunologie. Je me visualise avec, par exemple, j'ai mal aux dents, je prends un anti-inflammatoire, eh bien je visualise l'anti-inflammatoire qui arrive jusqu'à l'endroit où j'ai de la douleur pour soulager la douleur. Et là aussi, le docteur Simonton a publié sur l'impact que ça pouvait avoir de visualiser. Il proposait, alors c'est un peu vieux, les plus jeunes
connaissent même pas l'image qui est là, mais d'autres la connaissent, hein, de visualiser les molécules de médicaments comme des Pac-Man, hein, qui vont aller manger les cellules qui sont pas bonnes ou ce qui me fait mal. Découvrons maintenant la dernière forme d'autosuggestion qui est l'autosuggestion par les mots. Hein, avec cette idée que nous faisons des autosuggestions et que je vous propose, moi, de faire attention à ces autosuggestions qui sont souvent négatives et de réduire les autosuggestions négatives pour ensuite développer et les remplacer par des autosuggestions positives. Émile Coué nous dit que nous sommes les champions de l'autosuggestion et malheureusement, elle est souvent inconsciente et souvent négative. Je vous laisse découvrir l'image. Nous sommes champions de l'autosuggestion inconsciente et négative. Et ça va être à nous, ça va être à vous de prendre en main ces autosuggestions pour les réduire et ensuite les remplacer par des autosuggestions conscientes et positives. Voilà des petites phrases que nous pouvons nous dire qui ont un impact sur notre mental et derrière sur notre physique. Si je n'arrête pas de me répéter que mon nouveau client me donne des boutons, je vais finir par en avoir. Mon voisin m'irrite, ça me démange de le lui dire. Vous voyez, ces mots-là, ça me démange, il m'irrite, il me donne des boutons. Je vais finir par effectivement, physiquement, les générer. Je me dis, j'en ai plein de dos, ce truc me pèse, c'est vraiment lourd pour moi, eh bien, je vais finir par somatiser. Je vais participer avec mes mots à cette somatisation. Et si ça me prend la tête, ce nouveau projet, si ce truc me donne la migraine, je vais finir par l'avoir. Donc, attention aux mots que je me dis. Attention aux mots que vous vous dites. Je vous laisse découvrir Émile Coué dans sa pharmacie. Émile Coué qui cherche la simplification. Et je vous laisse lire ce qui est à l'écran. C'est dans sa pharmacie qu'Émile Coué a développé son approche et sa méthode et cette phrase universelle d'autosuggestion qu'il proposait aux gens de dire et de répéter à voix haute. Je vous la livre maintenant. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, c'est demain, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain. À tout point de vue, ça va concerner toutes les choses auxquelles je pense. Et de mieux en mieux, c'est une promesse possible. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que le sketch de Danny Boone que certains connaissent peut-être. Je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Et après, il se met à pleurer. Danny Boone, dans ce sketch, joue un personnage dépressif. Le dépressif qui dit « je vais bien, tout va bien » est en train de se mentir à lui-même. Si j'avais 40 de fièvre, la migraine, une angine blanche et que je vous dis « tout va bien », de manière consciente ou inconsciente, j'ai une petite voix dans ma tête qui va me dire « mais Luc, pourquoi tu dis ça? Tu n'as jamais été aussi mal de ta vie ». Et c'est exactement ce qu'exprime Danny Boone dans son sketch. La méthode Coué, c'est pas se mentir à soi-même. Si je suis souffrant, je peux dire je me soigne et lundi prochain, je serai en forme. J'ai un problème de cheville, mais dans 15 jours, je pourrai quand même courir et je viendrai avec toi faire la course. Je me programme. Ça doit rester dans la limite du raisonnable, mais chacun son raisonnable. Et vous voyez que nous pouvons aller loin dans le raisonnable. J'ai eu l'opportunité, dans le cadre du 2e congrès international de la méthode Coué, de faire intervenir. On vous dit peut-être quelque chose, il s'agit de Philippe Croison. Philippe Croison qui a été électrocuté, qui a perdu ses 2 jambes et ses 2 bras et qui a malgré cela traversé la Manche à la nage en disant un jour, en regardant la télé et en voyant une jeune femme le faire, un jour je ferai ça. Et il s'est mentalement préparé à le faire. Bien sûr, il y a eu de l'entraînement physique, mais à un moment donné, il s'est vu le faire et il s'est dit je vais le faire. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Je vous engage à répéter régulièrement cette phrase. Moi, je me la répète tous les jours. Et surtout, je vais vous proposer de travailler sur vos propres phrases. À chaque fois que vous prenez une décision dans votre vie, vous faites de l'autosuggestion. Nous faisons toujours de l'autosuggestion quand nous prenons des décisions. Et c'est important de se poser la question, comment est-ce que moi, je prends des décisions? Et regardez cette décision.
Il faut que je pense à essayer de ne plus fumer. Il faut que je pense à essayer de ne... Posez-vous la question, nous sommes aujourd'hui le 9 juin. Ce petit bonhomme-là, il va y arriver à quelle date? Je veux bien des réponses. Je veux bien des réponses avec une phrase comme celle-ci. Quel est le taux de réussite possible pour cette personne? Eh oui, je vois Anne, Julie, Eric, jamais. Alors, je vais vous proposer un autre jeu maintenant. Vous avez parfaitement raison, c'est mal parti. Ça n'est pas la bonne autosuggestion. Et si ça n'est pas la bonne autosuggestion, c'est qu'il y a des erreurs dans cette phrase. Alors, je vais vous demander maintenant de m'écrire dans le chat combien vous voyez d'erreurs dans cette phrase. Allez-y. Un chiffre, combien y a-t-il d'erreurs dans cette phrase? Cyrielle envoie 3. Philippe Robert envoie 3. Julie envoie 3. Ah, j'en ai un qui envoie 4. Jérôme envoie 4. 4 pour GG et Lou. Super. Alors, je vais vous donner la réponse. Il y en a qui ont raison. Et c'est ceux qui ont dit le plus. Ah, 8 pour Mélanie. Oh là là, est-ce que j'aurais fait des fautes d'orthographe, Mélanie? Il y a 4 erreurs dans la phrase et en fait, il y en a 5. La première erreur, c'est il faut. Il faut que je dorme. Je veux dormir. Nous sommes dans la volonté. Ça ne fonctionnera pas. Deuxième erreur. Je pense, je ne suis pas dans l'action. Pour ceux qui auraient des enfants ados qu'il faut faire travailler, si vous rentrez le soir à la maison et que vous lui demandez est-ce que tu as fait tes devoirs et qu'il vous répond j'y pense, à mon avis, la réponse ne vous suffira pas. Hein, je pense ou j'y pense, ça ne vous met pas dans l'action. Donc c'est la deuxième erreur. Troisième erreur, c'est le verbe essayer. À partir du moment où je mets essayer, 50% de réussite, 50% d'échec. Et peut-être avez-vous en tête cette scène avec Yoda qui demande à Luke Skywalker de redémarrer le vaisseau, hein, de le sortir de la vase, et qui dit « je vais essayer ». Yoda lui dit « non, n'essaye pas, tu le fais hein ». Grand maître Yoda de la méthode Coué. Et dernière erreur, ne plus fumer. Ne plus fumer, le cerveau n'entend pas la négation. Ça ne fonctionne pas. Si je vous demande maintenant de ne pas penser, ne pensez pas à la panthère rose. Ne pensez pas à la panthère rose. Le mot, l'idée, les images, le son peut-être, si vous avez la musique, vous viennent en tête, c'est forcément la panthère rose. Ce n'est pas possible. Donc, formulez de manière positive. Et puis, la cinquième erreur, elle n'est pas dans la phrase. Il n'y a aucune précision là. Il arrête quand? Voici comment vous pouvez vous utiliser la méthode Coué quand vous prenez des décisions dans votre vie, au-delà de ce que je vous ai engagé à faire, qui est d'utiliser la phrase universelle de Coué, qui est tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Une autosuggestion, une décision se rédige au futur immédiat. C'est pas je veux dormir, ça ne marchera pas. C'est pas il faut dormir, ça ne marchera pas. C'est pas je dois dormir, je suis trop dans la volonté, je dois un peu lâcher prise et faire travailler mon imagination. Ça doit être formulé positivement. Je ne me répète pas, je ne vais pas faire d'insomnie cette nuit. Si je me répète, je ne vais pas faire d'insomnie, je ne vais pas faire d'insomnie, je ne vais pas faire d'insomnie, je ne vais pas non plus penser à la panthère rose, finalement, qu'est-ce qui va rester? Le mot insomnie va être rentré là dans la tête. Donc, je dis, je vais dormir. Je formule positivement. Et l'idée, c'est que ce soit le plus précis possible. Objectif SMART, si ça vous parle, probablement que ça doit parler à certains, et c'est peut-être même un langage que l'on connaît bien chez Viveris. Ou sinon, vous répondez autant que possible au QQOQC, hein, l'acronyme pour qui, quoi, où, quand, comment. Je réponds maximum de questions possibles. Et si je veux me programmer pour dormir, et j'ai vu que certains d'entre vous, vous avez dit tout à l'heure que pour le sommeil, ça vous arrive effectivement de ne pas bien dormir parce que vous voulez trop dormir. Voici une phrase, ça va être la mienne, vous allez trouver la vôtre. Je vais dormir cette nuit jusqu'à 6h30 du matin d'un sommeil réparateur. Je vais dormir cette nuit jusqu'à 6h30 du matin d'un sommeil réparateur. Et je pourrais même ajouter, je vais dormir cette nuit profondément jusqu'à 6h30 du matin d'un sommeil réparateur. Et si vous voulez jusqu'à 8h du matin, vous pouvez,
Il se trouve qu'en ce moment, je me lève régulièrement, moi, à 6h30 et que j'ai besoin de pouvoir dormir jusqu'à 6h30, même si je voudrais pouvoir rester un petit peu plus au lit. Donc, je me programme comme ça. Qu'est-ce que je me dis et qu'est-ce que je me raconte? Et je vous engage à utiliser cette approche. Vous allez voir, vraiment, ça construit la suggestion, l'autosuggestion de manière positive pour atteindre un résultat que vous souhaitez. Vous avez des résultats qui existent par rapport à ça. Nous avons un intervenant qui est passé au dernier congrès Coué qui a vu l'impact de messages positifs sur des étudiants pour les remotiver. Comment je me motive? Et juste à se les dire et à se les répéter. Nous avons donc vu ces 3 formes d'autosuggestion. Moi, à titre personnel, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est meilleur pour la santé. Vous connaissez peut-être cette phrase, elle est de Voltaire. Et Voltaire qui disait aussi, il faut cultiver son jardin. Et oui, la méthode Coué, c'est comme un jardin. Regardez, surveillez les plantes, arracher les mauvaises herbes, toutes ces pensées négatives que nous pouvons avoir, ces suggestions ou autosuggestions négatives que nous pouvons avoir, et les remplacer par des autosuggestions positives. Et bien sûr, et ce n'était pas le sujet du jour, nous étions plus aujourd'hui sur du développement personnel, c'est quelles sont les suggestions que je fais aux autres, comment je m'adresse à mes enfants, comment je m'adresse à mon compagnon ou ma compagne, à mon mari, à ma femme, à mes collègues, à mes collaborateurs, à mon client. Est-ce que je m'adresse de manière positive ou est-ce que je m'adresse de manière négative? Si je dis à un enfant, ne renverse pas ton verre, ne renverse pas ton assiette, en général, dans les quelques secondes qui suivent, je dis, je te l'avais dit. Et voir une phrase plus vicieuse, je te l'avais bien dit. Et si vous l'aviez bien dit, ça ne serait pas arrivé. Tiens ton verre droit, tiens ton assiette à plat. Mais ce n'est pas si facile que ça parce que nous avons, dans notre culture, cette habitude de formuler dans la négation. J'en ai terminé. Si vous avez envie d'aller plus loin dans ce travail autour de la méthode Coué, si vous voulez revoir cette vidéo, je sais qu'elle va être enregistrée et disponible pour ceux qui n'étaient pas là et pour vous qui voulez la revoir. Je propose aussi d'autres vidéos sur les sites internet méthodecoué.com, autosuggestion.fr. Vous avez également une page Facebook que j'alimente régulièrement, comme ça vient en push, ou une page sur LinkedIn où je partage les articles qui sont publiés ou que je publie autour de la méthode Coué. J'en ai terminé. Je ne sais pas si Johanna veut reprendre la main avec moi. Oui, déjà, merci beaucoup, Luc. C'était très instructif pour ma part. Je pense que le repas de ce soir avec mes enfants va être propice aux étudiants. Super. Mais merci beaucoup, c'était très intéressant. Je pense qu'on a tous pas mal de choses à tester dans nos quotidiens, que ce soit professionnel ou personnel. Oui, et c'est vraiment, c'est un bel outil que j'engage à partager et qui est facile, et c'est souvent pour ça qu'il est moqué, mais les gens ne le savent pas. Émile Coué était très connu à son époque, il était connu dans le monde entier, et en même temps, il a été très attaqué parce qu'il était très en avance sur son temps, et nul n'est prophète en son pays.